Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sayed Mohammad Marandi, professeur, analyste et également conseiller de l'équipe de négociation nucléaire de l'Iran. Je voulais discuter avec vous aujourd'hui de ce qui se passe actuellement en Syrie. Je sais qu'il n'est pas populaire de reconnaître en Occident que les chrétiens alaouites et d'autres minorités ethniques avaient probablement le meilleur accord possible sous Assad. Et comme beaucoup l'avaient prédit, lorsque ce gouvernement a été renversé par HTS, nous verrions probablement des massacres et des tueries, voire un génocide. Il semble que des milliers de personnes aient maintenant été tuées. Les médias ont été quelque peu lents, mais reconnaissent apparemment à contre-cœur la situation, tout en la qualifiant encore de manière très prudente de conflit et d'autres termes similaires. Je me demandais si vous pouviez expliquer comment vous interprétez ou comprenez ce qui se passe en Syrie. Je pense que les Iraniens s'y attendaient toujours. Et la croyance, dès le début, en 2011, lorsque les États-Unis se sont déployés fin 2011, était qu'ils avaient déployé Al-Qaïda en Syrie. Les agences de renseignement iraniennes le savaient, même si les Américains le cachaient et que les médias occidentaux le niaient. Les Iraniens disaient que les agences de renseignement occidentales travaillaient avec l'État islamique d'Irak, qui était Al-Qaïda à l'époque. L'État islamique d'Irak a créé le Front al-Nosra, qui était Al-Qaïda en Syrie, et Jolani, qui était dans l'État islamique d'Irak, lui et le député Abu Bakr al-Baghdadi, est devenu le chef du Front al-Nosra. Donc, ces personnes profondément sectaires massacraient des gens en Irak avant de commencer à massacrer des gens en Syrie. Les Iraniens savaient que si la Syrie tombait, cela se produirait. Pour les Iraniens, il ne s'agissait pas de considérer le gouvernement syrien sous l'ancien président Assad comme un État utopique. Les Iraniens n'avaient aucune illusion sur le gouvernement syrien à l'époque, mais l'alternative pour les Iraniens était bien pire. C'est pourquoi les Iraniens ont créé ce large front de résistance, qui bien sûr lutte pour soutenir le peuple palestinien, mais a également lutté pour soutenir le peuple syrien, et plus tard en Irak, lorsque l'État islamique était sur le point de prendre l'Irak, et que Bagdad était sur le point de tomber. Donc encore une fois, pour l'Iran, c'était un choix entre un gouvernement syrien profondément imparfait et les hordes Takfiri, soutenues par les agences de renseignement occidentales, par la Turquie, par les pays riches en pétrole et en gaz du Golfe Persique, la Jordanie, israélien. Ce qui s'est passé hier et avant-hier, je pense, était inévitable. Nous avons vu un grand nombre de minorités, de sunnites modérés, de soufis et de personnes laïques être tuées dans différentes parties du pays. L'idéologie de ces groupes qui ont pris le contrôle du pays mènerait inévitablement à cette catastrophe. Si vous regardez les alliances de Jolani, beaucoup des groupes qui sont avec lui, en Irak et en Syrie, sont bien plus extrêmes que lui, y compris plusieurs milliers de combattants venant de Chine, plusieurs milliers venant d'Asie centrale, et même quelques centaines d'extrémistes d'Iran, de notre pays. Alors, ces groupes, beaucoup d'entre eux, sont bien plus extrêmes que Jolani lui-même. Contrôler ces différentes factions et ces différents groupes est pratiquement impossible. Il n'a pas tant de contrôle que ça. Lui-même est bien sûr un extrémiste. S'il essaye de les retenir, il pourrait retourner leurs armes contre lui et ses partisans autour de lui. C'est donc une situation très, très horrible. Au total, on estime que depuis le 8 décembre, au moins 10 000 personnes ont été tuées. Beaucoup d'entre elles sont portées disparues. Mais on pense que presque toutes celles qui sont portées disparues sont mortes. Quels sont les intérêts régionaux en jeu ici?
parce que nous avons vu que l'Union européenne a finalement fait un commentaire sur ce qui se passe après l'avoir ignoré. Cependant, l'UME a condamné les attaques parce qu'elle a défini comme des éléments pro-Assad, blâmant effectivement les Alaouites qui sont assassinés, malgré le fait que l'Internet soit maintenant inondé de vidéos de terroristes et de photos de femmes exécutées, qui sont manifestement des civils. Il est très étrange de ne pas voir un seul mot critique sur les forces de sécurité gouvernementales qui assassinent les chrétiens et les Alaouites. Mais au lieu de cela, ils suggèrent que c'est de leur propre faute. En même temps, nous avons soudainement vu cette déclaration émaner des États-Unis, et ils ont condamné ce qu'ils ont écrit, je cite, « les terroristes djihadistes radicaux ». Il semble donc que l'UMM et les Américains soient assez divisés sur ce point maintenant, tandis que les États du Golfe semblent être, étrangement silencieux et peu critiques de ce qui s'est passé. Comment voyez-vous les différents acteurs définir leurs intérêts? Parce que généralement, c'est ainsi que cela reflète à quel point ils se soucient des droits de l'homme, je suppose. Je pense que si nous regardons comment l'UNRWA couvrait le génocide à Gaza, on peut voir des similitudes frappantes entre les déclarations émises pour cette atrocité et celles émises pour Gaza. À Gaza, alors que les Israéliens massacraient des gens, ils ont blâmé le Hamas et ses alliés et ont également fait des déclarations vagues, ont dit des choses vagues sur les civils innocents et ainsi de suite. Ici, vous avez vu le même schéma. Tout d'abord, ils ont appelé ces gens des assadistes ou des loyalistes d'Assad. Ce n'est pas parce que des groupes de personnes résistent qu'ils sont des assadistes. Ils sont réprimés, ils sont massacrés. Leurs terres sont prises, leurs maisons sont prises, leurs emplois leur ont été retirés. Ils sont régulièrement humiliés. Ils sont qualifiés sur des canaux officiels de personnes dignes de mort et de saleté, et d'autres choses en raison de leur statut religieux, ethnique ou racial. Donc je pense qu'il est tout à fait naturel qu'ils résistent. Et curieusement, ceux qui ont mené des attaques contre ces HTS ou les troupes d'Al-Qaïda sous Jolani n'ont pas été massacrés. Ils sont entrés dans les villes, les cités et les villages et ont commencé à massacrer des gens ordinaires, comme nous le voyons dans les images que ces terroristes eux-mêmes diffusent. C'est assez stupéfiant. C'est une chose de massacrer des gens et une autre de prendre volontairement et joyeusement la responsabilité de cela. Habituellement, quand les gens commettent des crimes, ils cachent ces crimes. Mais ici, ISIS et Al-Qaïda se comportent comme les Israéliens se comportent à Gaza, où ils montrent des images de leurs crimes. Ces personnes font la même chose. Mais l'UOE, ce qu'elle a fait, c'est d'abord essayer de désigner les victimes comme la partie coupable. Et puis ils ont donné quelques mots vagues sur les civils. La position américaine, qui est arrivée très tard à ma connaissance, car je viens de la voir il y a une demi-heure, est intéressante, indépendamment du fait que les Américains ne nomment pas les chiites comme une minorité. Mais je pense que le fait qu'ils aient rédigé une déclaration très critique de ce que le régime de Jolani a fait est probablement lié à la présence de Tulsi Gabbard. Je ne fais que deviner. C'est de la pure spéculation. Et probablement ou possiblement le vice-président. Mais Tulsi Gabbard, nous avons vu lors de ses auditions de confirmation comment elle s'est exprimée contre Al-Qaïda, comment elle a même fait allusion aux attaques chimiques comme étant des opérations sous fausse bannière menées par Al-Qaïda. Elle a dit cela devant les sénateurs américains. Et nous savons qu'elle a rencontré l'ancien président Assad. Elle connaît un peu la Syrie. Donc je suppose que la déclaration américaine a son influence et la raison, et peut-être l'influence du vice-président est la raison derrière cela. Mais je ne peux pas le dire avec certitude.
c'est purement spéculatif. Mais je pense que le fossé entre les États-Unis et l'Europe est, du moins sur la Syrie, assez similaire au fossé sur l'Ukraine maintenant. Je pense que vous pouvez, en quelque sorte, voir une continuation de la division qui a maintenant été provoquée entre les deux côtés. Mais bien sûr, en ce qui concerne Israël et le régime israélien et ce qu'il fait, je pense que cette harmonie existe toujours. Oui, vous avez probablement raison dans votre évaluation de Tulsi Gabbard, parce que, eh bien, elle a souvent été calomniée. Avant de prendre le poste de directrice du renseignement national des États-Unis, elle était toujours calomniée, comme étant une marionnette d'Assad, parce qu'elle reconnaissait une des faiblesses clés du gouvernement américain était qu'il finançait beaucoup de ces groupes terroristes extrémistes qui sont là pour renverser Assad et qui finiraient par provoquer un horrible massacre comme celui que nous voyons maintenant. Donc le fait qu'elle ait maintenant été élevée d'une outsider calomniée à ce poste clé joue probablement un rôle important. Et vous avez tout à fait raison. Cela reflète un peu ce qui se passe en Ukraine également, où les Américains appellent à une fin rapide de la guerre, en augmentant d'ailleurs la pression non seulement sur les civils ukrainiens, mais aussi sur la direction politique, tandis que lui-même continue d'appeler à la guerre. C'est très extraordinaire, parce que l'UMember a toujours été présenté comme un projet de paix. C'était censé être un autre type de pouvoir, un pouvoir civil, un pouvoir normatif. On élèverait la sécurité en promouvant de bonnes valeurs et normes. Et maintenant, c'est très étrange de voir ce qui s'est passé. Je voulais juste vous demander comment vous voyez cela évoluer davantage, cependant. Parce que, encore une fois, tous ces massacres de chiites, d'alaouites, de chrétiens, comment cela va-t-il s'intensifier? Il doit sûrement y avoir une certaine résistance qui se prépare en Syrie. Ou voyez-vous, en dehors du soulèvement intérieur, voyez-vous une implication étrangère venir à leur aide? Ou sera-ce un peu comme Gaza, où ils seront simplement massacrés devant les caméras du monde? Il est très difficile de dire. Lors de notre précédente discussion, j'étais d'avis que le régime de Jolani ne durerait pas très longtemps. Je ne pense pas que la Turquie et le Qatar bénéficieront du renversement du gouvernement Assad. L'Iran, bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, a soutenu le gouvernement, non pas parce qu'il pensait que c'était un État fantastique et utopique, mais parce que l'alternative était bien pire, et aussi parce que le gouvernement syrien soutenait la cause palestinienne. C'était le seul gouvernement restant. Tous les gouvernements arabes sont autoritaires. Le gouvernement syrien était juste l'exception à la règle en ce qui concerne le peuple palestinien. C'était donc une deuxième raison. Mais la Syrie était devenue un fardeau pour l'Iran, surtout au cours des 3 ou 4 dernières années. Car avant cela, l'État islamique et Al-Qaïda, qui étaient tout d'abord beaucoup plus puissants de 2011 jusqu'en 2017 ou 2018, constituaient une force très puissante. La région était mobilisée. Le Hezbollah, les forces de mobilisation populaire en Irak, en Syrie, les groupes palestiniens en Syrie, ils étaient tous mobilisés pour combattre l'État islamique et Al-Qaïda. Je comparerais l'État islamique et Al-Qaïda à l'époque à un cancer, alors que ce que nous avons maintenant en Syrie ressemble plus à un coronavirus. C'est une entité affaiblie, bien qu'avec la même idéologie takfiriste brutale, qui croit que les gens peuvent être tués simplement parce qu'ils pensent différemment des terroristes ou des groupes au pouvoir. Mais à l'époque, l'Iran les soutenait parce que c'était tellement dangereux. L'Irak était sur le point de tomber. Le Liban serait tombé. Et puis l'EI aurait été à notre porte. Il aurait été à notre frontière. En plus de cela, le gouvernement syrien facilitait le soutien de l'Iran au Liban, à la Cisjordanie, et aussi par la mer, je suppose, à Gaza.
through sea, I suppose, to Gaza. I think Iran's support to Gaza goes through many different channels. Je pense que le soutien de l'Iran à Gaza passe par de nombreux canaux différents, et je ne sais évidemment pas lesquels, mais je suppose que l'un de ces nombreux canaux a pu passer par la Syrie également. Mais c'est une spéculation de ma part. Donc, bien qu'il y ait eu un fardeau, l'Iran a également bénéficié de l'existence du gouvernement syrien. Mais au cours des 3 ou 4 dernières années, après que l'ancien président Assad a amélioré ses relations avec l'Arabie saoudite et les Émirats, il s'est éloigné de l'Iran, et sous leur pression, il a en grande partie cessé de coopérer avec l'Iran pour aider la résistance. Et au cours des 3 ou 4 dernières années, il a été très difficile pour l'Iran de coopérer avec la Syrie sur ce front. Donc, l'Iran aidait la Syrie. L'Iran lui fournissait du carburant gratuit et d'autres ressources comme les Russes, mais cela ne profitait pas. Et donc, fondamentalement, la Syrie est devenue un fardeau. Ce fardeau financier a été retiré des épaules de l'Iran, des épaules russes, des épaules irakiennes, et possiblement, je pense, un peu de l'Algérie aussi. Je pense que les Algériens aidaient un peu le gouvernement précédent également, bien que leur capacité soit limitée. Maintenant, le fardeau repose sur la Turquie. Il est sur le Qatar, et les sanctions n'ont pas été levées. Donc le coût de la Syrie, aujourd'hui, où la situation à l'intérieur du pays est bien pire qu'elle ne l'était même pendant les dernières années du gouvernement Assad. C'était en déclin à l'époque. Mais, après l'effondrement, la bureaucratie s'est effondrée. Le soutien iranien et russe a cessé, et nous avons vu le chaos à travers le pays. Ensuite, le régime israélien a commencé à bombarder l'infrastructure du pays du nord au sud, et ces groupes terroristes ont assassiné les hommes qui géraient les systèmes de défense aérienne, ce que je trouve extraordinaire. Donc non seulement les Israéliens les ont bombardés, mais ces gens ont détruit ceux qui géraient les systèmes. Ainsi, la Syrie aujourd'hui est bien pire, et je ne pense pas que les Saoudiens et le Qatar soient capables de combler le vide et d'améliorer la vie des gens. Cela ne va être qu'un fardeau pour eux. Et Glenn, permettez-moi d'être très franc. L'Iran et le Hezbollah ont été justifiés. Tout ce que nous craignons s'est produit. Bien que, comme je l'ai dit, si cela s'était produit dans la décennie précédente, ce serait bien pire que ce que nous voyons maintenant, parce que ces groupes étaient beaucoup plus puissants. Mais je pense que les gens voient maintenant ce que la Turquie, le Qatar et bien d'autres soutenaient. C'est l'aboutissement, c'est le succès de l'opération Timber Sycamore. C'est ce que nous avons. C'est le résultat direct de cette opération initiée par Obama et la CIA. Mais encore une fois, je ne pense pas que le Qatar et la Turquie réussiront. But again, I don't think that Qatar and Turkey will succeed. I think that ultimately, I don't know when, Jolani... Je pense qu'en fin de compte, je ne sais pas quand, Jolani tombera. Espérons que dans les mois ou les années à venir, il y aura une nouvelle direction qui respecte les Druzes, les chrétiens et les différentes sectes musulmanes, et qui pourra rassembler le pays. Parce que cela a été la tradition de la Syrie depuis des centaines, voire des milliers d'années. Ce n'était pas une utopie, mais le simple fait que ces minorités, les Kurdes, tous aient existé côte à côte jusqu'à présent, signifie qu'historiquement, cette terre était plus tolérante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous avez mentionné Israël et son rôle dans cela. Mais comment voyez-vous ou comment interprétez-vous le rôle plus large d'Israël? Parce que je viens de voir que le ministre des Affaires étrangères israélien est sorti et a condamné la brutalité et les massacres par le gouvernement de Jolani, ce qui est étrange qu'Israël puisse reconnaître cela, mais que l'Union européenne semble encore devoir fournir une couverture. Mais en mettant l'Uda Omen de côté,
C'est, bien sûr, on peut souligner l'hypocrisie, étant donné la brutalité dans laquelle Israël est engagé, mais aussi le fait qu'Israël a envahi et occupé de grandes parties du territoire syrien. Mais de l'autre côté, du côté syrien de la frontière, nous voyons que Jolani et son gouvernement ont été très réticents à critiquer Israël, alors qu'Israël sort maintenant et critique Jolani. Ils ont bombardé certaines installations militaires. Alors comment expliquer cette interprétation très étrange? Je pense que le régime israélien a un seul objectif, et un seul, qui est la balkanisation de la Syrie. Ce qu'il veut faire, c'est diviser les Alaouites, les chrétiens, les Druzes, les Kurdes, et détruire l'identité nationale syrienne pour créer ces petits mini-États qui sont tous instables et constamment en conflit les uns avec les autres, afin que le régime israélien puisse régner en maître. C'est ainsi qu'il fonctionne également au Liban. Je pense que c'est un danger majeur. Cela pourrait aussi être une des raisons derrière la déclaration américaine. Je pense que l'influence de Tulsi Gabbard est certainement présente. C'est mon hypothèse, bien sûr. Mais je pense aussi que certaines personnes au sein du gouvernement américain qui ont suivi cela ont peut-être calculé que la balkanisation de la Syrie serait une bonne chose pour les États-Unis, parce que ce serait une bonne chose pour Israël. Rien de tout cela n'est bon pour les États-Unis, d'ailleurs rien. Le génocide à Gaza, l'Holocauste à Gaza, le massacre au Liban, rien de tout cela n'est bon pour les États-Unis. Mais les États-Unis ont sacrifié leurs propres intérêts au profit du régime israélien. À mon avis, le régime israélien est un fardeau pour les États-Unis. Son statut pendant la guerre froide est discutable. Mais à mon avis, en ce moment, c'est juste un handicap. Mais les États-Unis et les Européens l'accepteront. Donc je pense qu'il n'y a aucun doute que les Israéliens ne sont pas sincères. Au départ, je pense que Netanyahou, après la chute du gouvernement Assad, a envahi de grandes parties de la Syrie pour son propre intérêt personnel, parce qu'il voulait se montrer fort et victorieux pour maintenir sa coalition ensemble, pour rester au pouvoir. La même logique se cache derrière ce qu'il a fait au Liban et le génocide à Gaza. Je pense que tout cela est lié à l'intérêt personnel de Netanyahou. Mais je pense que ce qu'il a fait par inadvertance, comment devrais-je le dire sans paraître désagréable, mais par inadvertance, il a renforcé la résistance parce que A, ses troupes sont plus surmenées qu'avant, mais B, bien plus important, il a montré que le nouveau statu quo, comme vous l'avez souligné, est inefficace contre le régime israélien, réticent à s'opposer au régime israélien. Jolani et son Al-Qaïda et ISIS étaient tout à fait disposés à décapiter des gens dans les rues, à massacrer des gens comme nous l'avons vu encore hier et avant-hier. Mais il n'est pas disposé à prendre position contre l'occupation israélienne de vastes étendues de territoire dans le sud. Et je pense que c'était une erreur majeure. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont renforcé, ils ont justifié, comme je disais plus tôt, il a aidé à justifier la résistance. Et je pense que les actions continues de Jolani et de la Turquie, enfin, Erdogan, car je sais que beaucoup en Turquie s'opposent complètement aux politiques d'Erdogan en Syrie depuis une décennie et demie, mais la résistance a été justifiée. Souvenez-vous, et je suis sûr que vous le faites, le Hezbollah a été fortement diabolisé par de nombreux sunnites dans le monde arabe, en particulier à cause de la propagande anti-Hezbollah, selon laquelle il tuait des sunnites en Syrie. Et toutes ces dictatures riches en pétrole et en gaz étaient celles qui alimentaient ce sectarisme. Après ce que nous avons vu à Gaza, et le fait que le Hezbollah a subi de lourdes pertes et fait d'énormes sacrifices pour le peuple de Gaza, alors que personne d'autre n'a rien fait, ni Jolani, ni ses partisans.
Mais maintenant, les gens voient ce qui se passe en Syrie. Et je pense que vous aussi voyez probablement ce que je vois. L'humeur dans une grande partie du monde s'est tournée vers le Hezbollah et a même changé en ce qui concerne la Syrie. Si vous allez voir ce que beaucoup de nos amis et de nombreuses personnes qui ont été très critiques envers le régime israélien au cours de l'année et demie passée et qui ont confronté le régime pendant cette période, beaucoup de ces personnes, dans la décennie précédente, répétaient essentiellement le récit américain sur la Syrie. Et beaucoup de nos amis, je ne les nommerai pas, je veux dire, quand ils ont vu la réalité, ils ont eu le courage intellectuel et l'honnêteté de changer de position. Aujourd'hui, le Hezbollah est perçu sous un jour très différent. Aujourd'hui, Ansarullah au Yémen, le Hezbollah au Liban, le Hamas, la force de mobilisation populaire irakienne. Lorsque le cessez-le-feu à Gaza a commencé, Abu Ubaïda les a remerciés, et personne d'autre. Bien sûr, il a également remercié l'Iran, mais il n'a pas remercié Jolani ou aucun de ces groupes terroristes, ISIS, Al-Qaïda, ou leurs affiliés. Donc je pense qu'en un sens, tous ces événements, bien que tragiques et très perturbants en Syrie, à Gaza et au Liban, ont changé l'humeur populaire, tant en ce qui concerne le régime israélien qu'en ce qui concerne ce projet horrible que l'Occident a initié en Syrie, l'opération Timber Sycamore. Aujourd'hui, beaucoup plus de gens qu'auparavant voient ce qui se passe en Syrie sous un angle très différent, tout comme en Ukraine. Il y a quelques années, je dirais que de nombreuses élites en Iran étaient profondément influencées, je ne peux pas dire la plupart des élites, mais peut-être beaucoup au moins, étaient influencées par les récits occidentaux sur l'Ukraine. Mais maintenant, cela a changé. Cela a progressivement évolué. Et je pense que vous voyez la même chose en Syrie, la même chose à Gaza et en Palestine, la même chose au Yémen. Le Yémen était très impopulaire dans le monde arabe. Yemen was very unpopular in the Arab world. People sided, thanks to the media. Les gens ont pris parti grâce aux médias. Al Jazeera a soutenu l'attaque saoudienne et le génocide au Yémen. Les gens ont pris parti pour les Saoudiens. Mais maintenant, Ansarullah est un nom connu dans tout le monde arabe. Bien sûr, je devrais souligner qu'Al Jazeera a soutenu, tout comme la Turquie. Ils ont soutenu les Saoudiens. Mais plus tard, lorsque les différences entre l'Arabie saoudite et le Qatar ont augmenté, ce qui a ensuite conduit au blocus, la position d'Al Jazeera a changé. Mais pendant les premières années, les médias arabes étaient presque unanimes dans leur hostilité envers Ansarullah. Donc, désolé de m'étendre. Le point que j'essaie de faire valoir est que les opinions ont changé. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens ont été massacrés, que ce soit au Liban, au Yémen, à Gaza, en Cisjordanie ou en Syrie. Mais je pense que les gens connaissent beaucoup mieux ce qui se passe réellement aujourd'hui qu'auparavant. Je pense que vous avez tout à fait raison sur ce point, car j'ai aussi l'impression que les récits qui ont été construits commencent à s'effondrer. Je veux juste poser une dernière question. Avez-vous des prédictions? Voyez-vous toujours le gouvernement de Jolani comme étant, eh bien, pas condamné, mais destiné à échouer avec le temps, dans un avenir prévisible? Et voyez-vous un affrontement entre son gouvernement et Israël, avec la possibilité que le Liban ou l'Irak soient entraînés dans cela? Comment, encore une fois, je souligne toujours que personne n'aime regarder dans une boule de cristal parce qu'il y a trop de variables pour faire des prédictions claires. Mais si vous ne faites pas de prédictions, quels sont, selon vous, les risques possibles ou les directions vers lesquelles nous pourrions nous diriger au moins? Je ne pense pas qu'il va durer très longtemps. Je ne sais pas si cela signifie des mois ou un an ou deux, mais je ne pense pas qu'il va durer très longtemps. Et je ne le vois pas tenir tête à la Syrie. Les seules personnes auxquelles il va tenir tête, à mon avis, sont les femmes et les enfants.
Ses sbires continueront à les tuer. Et certaines personnes, malheureusement, à cause du sectarisme ou du fait qu'elles ne veulent pas admettre qu'elles ont fait une erreur, ou à cause de la propagande venant des dictatures riches en pétrole et en gaz du Golfe Persique et du gouvernement turc, continueront à soutenir ces terroristes. Mais je pense que la plupart des gens savent vraiment ce qui se passe maintenant. Et je ne pense pas que son gouvernement soit efficace. Ils ne seront pas capables de gérer. C'est un État. La Syrie est une civilisation. Elle existe depuis des milliers d'années. C'est l'une des plus anciennes civilisations de la planète. Et la Syrie aujourd'hui, comme tout autre pays, a un peuple sophistiqué. Il y a la question des soins de santé, de l'enseignement supérieur, de la scolarisation. Les villes doivent être gérées. Ces terroristes n'ont aucune capacité. Ils n'ont aucune compréhension de la gestion d'un gouvernement. Et ils sont bien plus extrêmes que ce que nous voyons en Afghanistan. Donc je ne pense pas qu'ils vont durer. Je pense qu'il y aura des effusions de sang. Je pense que beaucoup de sang sera versé, mais je ne pense pas qu'ils dureront. Je veux dire, hypothétiquement parlant, la seule entité qui soutiendrait la Syrie dans toute confrontation avec le régime israélien est l'axe de la résistance. La Turquie vend du pétrole de Bakou à Israël à prix réduit, du pétrole bon marché. Et le pétrole du Kurdistan syrien, que les Américains volent encore, passe par la Turquie et va en Israël, d'après ce que je comprends. Donc la Turquie n'a pas de véritable problème avec le régime israélien. Ils font des affaires comme d'habitude. La Turquie et la Jordanie, sous la direction actuelle, ne vont pas aider la Syrie contre les Israéliens. Donc, si Jolani veut un jour envisager de reprendre le territoire syrien, ce dont je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y pense sérieusement, il devrait se tourner vers la résistance. Mais après avoir massacré toutes ces femmes et enfants, je pense qu'il est allé trop loin. Beaucoup trop loin. Je suis d'accord. Quoi qu'il en soit, professeur Marandi, merci beaucoup pour votre temps, je l'apprécie vraiment. J'espère que les efforts pour intensifier ce sectarisme échoueront et qu'une certaine normalité reviendra finalement en Syrie. Merci encore pour votre temps.